Alors, bonsoir, nous allons débuter. Alors, Monsieur le Consul général de l'Uruguay, Madame la Consul générale du Pérou, Monsieur le Recteur, Madame la réalisatrice et scénariste, chers membres, il y a aussi Monsieur le Doyen, Madame la Doyenne, qui sont ici présents, et également Monsieur le Vice-Recteur, Messieurs les Vice-Recteurs qui viennent de se joindre à nous, chers membres du corps enseignant, chères étudiantes, chers étudiants, distingués invités, bonsoir, buenas tardes. Mon nom est Neko Likongo, je suis le directeur du service des relations internationales de l'Université du Québec à Montréal, et c'est avec un très grand plaisir que j'ai accepté le rôle de maître de cérémonie pour ce lancement de la 13e édition de la Semaine hispanophone, dont le thème est « Les nouveaux défis dans un monde multipolaire ». D'entrée de jeu, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté en si grand nombre, parce que nous faisons salle comble ce soir, accepter notre invitation, je disais, à cette soirée d'ouverture qui promet d'être riche. Je reconnais d'ailleurs dans la salle quelques visages fidèles et assidus année après année. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Au cours de la prochaine heure, vous aurez l'occasion d'entendre le recteur de l'UQAM, Stéphane Palage, et le consul général de l'Uruguay, Pedro Queroglian, dont le pays est à l'honneur cette année. Ces deux allocutions seront suivies par la conférence Uruguay, le cinéma d'auteur et les pôles sans surveillance, présentée par Catherine Jerkovic, réalisatrice et scénariste. Finalement, un cocktail offert par le consulat général de l'Uruguay à Montréal conclura d'une belle façon la soirée. J'ai même noté qu'il y avait deux vins rouges d'origine du pays. Donc, les amateurs de vin seront comblés. Alors, sans plus tarder, j'invite maintenant le recteur à prendre la parole. Mesdames, Messieurs les consuls généraux, chers partenaires, chers membres de la communauté de l'UQAM, je suis sur un certain décalage horaire, je rentre de Paris et je suis rentré avec un petit rhume. Donc excusez-moi, je peux vous assurer que ce n'est pas la Covid, je me suis testé, mais ma voix est un peu rauque. Alors bonsoir, buenos dias, buenos noches. Je suis très heureux de vous accueillir à l'inauguration de notre 13e semaine hispanophone. Su presencia en este evento significa mucho. Gracias por dar a esta velada todo al prestigio de su presencia. Un merci tout spécial au consul général de l'Uruguay, Pedro Queroglian, qui a accepté de coprésider notre événement. Bienvenue à toutes et à tous à l'UQAM, dont j'ai le plaisir d'être le recteur depuis à peu près 6 mois. Au cours des 13 dernières années, la semaine hispanophone a permis à l'UQAM de tisser et de consolider des liens précieux avec des chercheurs, des institutions du Québec, du Canada et de l'étranger qui participent à la diffusion de la langue espagnole et de la culture hispanophone. Inclusive et ouverte sur le monde, l'UQAM multiplie les occasions de conscientiser sa communauté aux dynamiques interculturelles et aux différentes cultures d'ici et d'ailleurs. Ces valeurs marquent l'ADN de notre université. Nous encourageons grandement la mobilité étudiante et professorale. Vivre l'international est une expérience humaine unique. J'ai personnellement fêté mes 20 ans à Carthagène lors d'un voyage en Colombie qui m'a mené des Andes aux Caraïbes, des Caraïbes à l'Amazonie. Ce séjour en Colombie a littéralement changé ma vie. Au cours des dernières années, ce sont près de 500 étudiantes et étudiants comme moi qui ont effectué un séjour prolongé dans un pays hispanophone. L'UQAM a pu accueillir en échange un nombre similaire d'étudiantes et d'étudiants en provenance de 75 universités hispanophones avec lesquelles nous sommes partenaires. Notre école des langues, qui est l'instigatrice de ces semaines annuelles, participe à la singularité uqamienne avec ses programmes d'espagnol axés sur les compétences linguistiques, ainsi que la culture, les médias et le tourisme.
Elle collabore également avec des professionnels qui veulent approfondir leurs compétences et améliorer leurs aptitudes de communication dans leur domaine de spécialisation. Je tiens à remercier chaleureusement la maître de langue Monica Soto et son équipe, ainsi que l'Institut d'études internationales de Montréal, pour l'organisation de l'événement qui nous rassemble aujourd'hui. Je souhaite également saluer les chercheurs qui se sont déplacés jusqu'ici, notamment de Cuba et du Mexique, pour présenter des conférences. La programmation de cette semaine hispanophone couvre autant l'art que la géopolitique et offre une excellente occasion de nourrir notre esprit et notre curiosité. Elle saura certainement rejoindre les préoccupations de notre communauté. À l'heure où le monde est déchiré par de nouvelles guerres, il est plus que jamais important de promouvoir la paix et l'échange interculturel. Les universités ont un grand rôle à jouer pour consolider la liberté et la démocratie. Gracias, damas y caballeros, por contribuir a este compartir tan importante para fortalecer los valores de la paz, de la libertad y la democracia. Bonne semaine hispanophone à toutes et tous. Merci. Merci beaucoup, M. Palage. J'invite maintenant le consul général de l'Uruguay, M. Pedro Queroglian, à venir vous adresser quelques mots. Buenas tardes. Señor rector de la UCAM, doctor Stefan Palage, estimada amiga y distinguida cineasta, señora Catherine Jerkovich, señores decano y vicedecana de la Facultad de Comunicación, Gabi Saab y Jawida Amdani, señor director de Relaciones Internacionales y Servicios Diplomáticos, doctor Nekoli Congo, señor director de la Escuela de Lenguas, profesor Lassen El Ghazi y estimadas profesoras del programa de español, estimados colegas del cuerpo consular, amigos todos, buenas tardes, bonjour. Veuillez excuser ces premiers mots prononcés en espagnol pour tous ceux qui n'ont pas la joie de connaître la langue. Cependant, je suis sûr que toutes les personnes présentes ici peuvent le comprendre, surtout en raison du bon développement qui connaît cette langue à Montréal. En fait, la diversité et la polychromie qui existent à Montréal sur tous ces aspects incluent également la langue espagnole, qui, heureusement, est en train de devenir progressivement une autre langue dans l'environnement local. Chers amis, pour le Consulat général de l'Uruguay à Montréal, c'est un grand plaisir de co-présider avec Monsieur le recteur le lancement de la 13e édition de la Semaine hispanophone de l'UQAM. Tout d'abord, nous voudrions exprimer nos remerciements particuliers à Monsieur le recteur ainsi que l'équipe multidisciplinaire qui organise cette semaine pour l'invitation qu'ils nous ont faite d'accueillir cette instance qui nous remplit de satisfaction tout en exaltant les excellentes relations du Consulat général avec cette maison d'études. La trajectoire de cette université dans la vie institutionnelle et universitaire du Québec et du Canada, sa ferme vocation pour la défense et l'enrichissement de la langue française comme langue et bannière de la francophonie et son solide engagement envers l'éducation, l'art et la culture nous unissent dans notre vocation du pays pour la promotion de ces valeurs. De même, la relation d'échange prolifique et la coopération académique entre l'UQAM et l'Uruguay, développée avec les différents départements académiques de cette maison d'études, l'équipe du programme d'espagnol de l'école des langues de cette université et le consulat général, sont des raisons supplémentaires d'être ici aujourd'hui pour témoigner fidèlement de l'engagement qui nous unit et l'hommage que nous devons à la réalisation d'une éducation et d'une culture plus grande et meilleure pour nos peuples. Dans ce cadre, le protocole de coopération académique que nous avons mis à jour dans l'année 2022 entre l'UQAM et l'Université de la République de l'Uruguay, avec le soutien de la Direction des Relations internationales et services diplomatiques de cette université,
est un signe de plus de la vocation manifestée par ces institutions académiques à renforcer leurs liens de coopération dans l'intérêt d'une formation universitaire toujours plus libre, démocratique et orientée vers l'excellence. Soulignons que la Semaine hispanophone de l'UQAM est devenue un espace incontournable pour la promotion du monde hispanophone, l'impulsion à la mobilité étudiante entre les centres d'études de la langue espagnole, les rapprochements entre les cultures hispanophones et québécoises et le soutien au mois du patrimoine hispanophone. Nous saluons donc cette université pour son engagement ferme dans le jumelage culturel avec le monde hispanophone et la diffusion de la langue espagnole comme canal de promotion de l'identité et de la culture de nos peuples. Dans ce contexte, le thème qui a été choisi pour la Semaine hispanophone, non parce qu'il est compréhensif, cesse d'être transcendant. Les nouveaux défis dans un monde multipolaire nous appellent à réfléchir sur les engagements que nous devons assumer du monde universitaire dans un scénario mondial qui, selon les professeurs Robert Kyohen et Joseph Nye, est celui d'une interdépendance complexe. Il est évident que le monde aujourd'hui est constitué de divers pôles de pouvoir de toutes sortes et d'un maillage imbriqué d'interconnexions entre différents acteurs tels que les États, les organisations internationales et les entreprises transnationales. Cette réalité, conditionnée par des aspects tels que la technologie, l'innovation et l'intelligence artificielle, nous appelle à redévelopper de nouvelles compétences académiques et de bonne gouvernance afin de consolider des sociétés de plus en plus inclusives, résilientes et capables de faire face aux défis présentés par l'agenda international actuel. Dans ce contexte, le rôle des universités en tant qu'espace de réflexion, moteur d'idées et générateur de connaissances et de recherches scientifiques est essentiel non seulement pour la formation solide de nos étudiants en tant qu'acteurs agités et critiques de la vie sociale et politique de nos pays, mais aussi comme plateforme de renforcement institutionnel qui consolide nos nations dans leurs conditions de république démocratique. C'est pour tout cela que nous avons appelé pour cette occasion à notre cher ami et éminente cinéaste uruguayen-canadien, Catherine Jarkovic, qui par sa double condition nationale pourra nous éclairer sur son expérience d'artiste établie dans le monde de la cinématographie à travers de la conférence Uruguay, les cinémas d'auteur et les pôles sans surveillance. Nous remercions Catherine d'avoir accepté cette invitation. Muchas gracias, Catherine, qui renforcera sans aucun doute la présence de l'Uruguay ici aujourd'hui en tant que coprésident de ces réunions et nous permettra de connaître l'excellent travail artistique et professionnel qu'elle a développé pendant toutes ces années. Pour conclure, au nom du Consulat général de l'Uruguay à Montréal, nous souhaitons réitérer notre gratitude aux autorités du LECAM pour cette initiative et à vous tous pour votre présence ici aujourd'hui. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci beaucoup, Monsieur le Consul général. C'est un réel honneur de vous avoir parmi nous ce soir. Laissez-moi maintenant vous dire quelques mots sur la conférence intitulée « Uruguay, le cinéma d'auteur et les pôles sans surveillance » que vous entendrez dans quelques instants. Cette conférence sera donnée par Mme Catherine Jarkovic, qu'on vous a présentée il y a quelques instants. Et Mme Jarkovic est née au Canada d'une mère uruguayenne et d'un père croato-argentin. Elle a ensuite passé son enfance en Belgique et son adolescence en Uruguay. C'est à l'âge de 18 ans qu'elle s'installe à Montréal pour étudier le cinéma à l'Université Concordia. Depuis, sa feuille de route ne cesse d'impressionner. Ses courts-métrages ont été présentés et honorés dans de nombreux festivals prestigieux, notamment au Festival international du film de Toronto, le TIFF, à l'Anthology Film Archive à New York et au Rendez-vous du cinéma québécois. Son premier long-métrage de fiction, intitulé « Les routes » en février, a remporté, entre autres, le prix du meilleur premier long-métrage canadien au TIFF et le One to Watch Award du Cercle de critique de films de Vancouver. Son dernier long-métrage, Le Coyote, en est maintenant à 6 prix récoltés et il continue son ascension. En parallèle de son travail artistique, elle a été productrice et directrice de production sur les projets de ses collègues.
Elle s'implique aussi dans plusieurs organismes et centres d'artistes autogérés. Elle est membre fondatrice d'un distributeur de films indépendants et elle siège régulièrement sur des comités de pairs pour différentes institutions. Dans les prochaines minutes, Catherine Jerkovich vous invitera à plonger dans une discussion sur l'Uruguay, son cinéma d'auteur et son impact unique sur les scènes diplomatiques et culturelles. C'est dans l'optique suivante qu'elle abordera sa conférence, et je cite ses propos, « Les pôles discrets, en opposition aux centres d'influence massifs, jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre global, en œuvrant pour le changement, en ébranlant les idéologies établies et en générant leur propre rayonnement d'influence. » Madame Jerkovich, le micro est à vous. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui? C'était impressionnant, la façon dont tu m'as présenté. Je ne suis qu'une simple artiste. Et c'est un peu comme ça que je vais m'adresser à vous. L'Uruguay. J'ai décidé je vais vous parler, je vais les faire défiler quelques images pour notre plaisir visuel. J'ai décidé de choisir d'une part ce dessin de Joaquín Torres Garcia, qui est un artiste du siècle dernier, qui était en fait né à Barcelone, mais qui a passé une bonne partie de sa vie en Uruguay et qui a beaucoup marqué le dessin et la peinture en Uruguay. Et il y a toute une école, une tradition artistique en Uruguay qui est née de l'influence de Torres Garcia. Et toutes les autres images que je vais vous montrer, en fait, c'est un peintre contemporain uruguayen que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fidel Sclavo, qui m'évoque ce que je ressens quand je pense à l'Uruguay. Donc, je vous dis bonsoir. Bienvenue à la Semana Hispana. Merci d'être présent à cette célébration des cultures hispaniques et hispanophones, dans leur richesse et dans leur diversité, qu'on pourrait aussi appeler multipolarité. Je suis honorée par l'invitation qui m'a été faite de vous parler aujourd'hui. Je ne suis pas une chercheure, je ne suis pas une intellectuelle, je suis une artiste et ce que ça veut dire en somme, c'est que je vais vous raconter des choses en faisant des liens plutôt poétiques ou intuitifs entre des idées et des anecdotes. Et plus qu'une conférence, c'est un partage c'est ça, un partage de façon d'aborder et de ressentir l'Uruguay et l'espagnol qu'on y parle, qui est le mien aussi. Le choix de me consacrer à une pratique artistique, c'est un choix que j'ai fait très tôt dans ma vie. Je n'ai pas de souvenir d'avoir voulu faire autre chose. Et je n'ai pas mémoire d'avoir pensé que je pouvais faire autre chose. Donc, on peut voir ça comme une vocation, comme une grande limitation. Mais pour moi, ce choix-là, c'est parce que je pense que le champ de l'art est le champ de l'expérience et qu'il permet de toucher à des choses qu'on n'explique pas bien. Il se rend dans des lieux où le langage ne se rend pas ou n'atteint pas pleinement. Alors, c'est un champ, en quelque sorte, c'est le champ de l'irréductible. C'est le champ que labourent les artistes. Et donc, c'est un peu l'angle que j'adopte. C'est pas une... Je ne vous parlerai pas de mes films et je ne vais pas non plus me concentrer sur le cinéma uruguayen, même s'il est vraiment intéressant et excitant et je vous invite à le découvrir. Parlons de la langue espagnole, et plus précisément celle qu'on parle en Uruguay. En fait, ce qu'on appelle communément l'espagnol, c'est le castillan, n'est-ce pas? J'imagine que certains d'entre vous sont au courant. Donc, le castillan, c'est un des dialectes qu'on parlait en Espagne, une des multiples langues qu'on parlait en Espagne au Moyen-Âge et jusqu'aux alentours de la conquête espagnole, quand Isabelle de Castille
quand Isabelle de Castille encourage les expéditions de Christophe Colomb, qu'on connaît tous, c'est à ce moment-là vraiment que le castillan est en train d'être standardisé, normalisé et qu'il est en train d'être implanté comme la langue commune en Espagne. Donc c'est un peu des synonymes dire espagnol ou castillan, mais il y a des pays d'Amérique latine où on préfère dire castillan, puis je pense qu'en Uruguay et en Argentine, on utilise beaucoup le terme castillan plutôt que espagnol, mais ils sont un peu interchangeables. Donc, cette langue castillane qu'on parle au Rio de la Plata, c'est-à-dire dans cette configuration sociale, culturelle et géographique que sont l'Argentine et l'Uruguay, c'est un espagnol qu'on appelle rioplatense. Pour moi, l'espagnol, c'est une langue viscérale, c'est une expérience viscérale parce que c'est la langue de ma mère. C'est la langue d'un corps qui m'a mise au monde. C'est pas une langue de développement intellectuel parce que j'ai été en bonne partie scolarisée en français. C'est vraiment une langue que je ressens de façon assez charnelle et émotive. Et c'est un peu sur cette lisière entre la langue et l'expérience que je me situe en général dans la vie et en tant qu'artiste. Et donc, il y a des choses assez intéressantes qui se passent dans la langue, dans l'espagnol qu'on parle en Uruguay et en Argentine, donc l'espagnol rioplatense. Une d'entre elles est connue comme le voceo. Je ne sais pas, j'imagine qu'il y a des hispanophones qui sont très au courant de ce que c'est. Alors, le voceo, c'est un phénomène par lequel la deuxième personne du singulier et du pluriel, donc le tu et le vous, sont déformés, réformés, bâtardisés dans une espèce de pastiche qui fait en sorte que tout le monde est vous, en quelque sorte. Et la déformation s'applique à comment la façon dont les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif et à l'impératif pour ces deux personnes-là, le tu et le vous. Évidemment, il y a toutes sortes de théories là-dessus, de gens qui sont penchés là-dessus, puis on peut l'expliquer. On peut toujours expliquer les choses. Dans les faits, ce que ça donne, c'est que il n'y a pas, c'est la formule d'autorité, la formule de politesse, ce vos qui dans l'espagnol plus castillan, plus classique, s'adressait aux personnes de l'élite, aux personnes de pouvoir, aux personnes en position d'autorité. Finalement, est un peu tombé, a été déformé et ça devient une formule qui met un peu, qui s'adresse à tout le monde finalement. Et je trouve ça intéressant parce que j'ai fait une partie de ma scolarité en Uruguay. Et évidemment, on nous apprend l'histoire du pays, on nous apprend tous les récits édifiants, héroïques sur l'histoire et l'indépendance. Et la colonisation du cône sud, donc de cette partie vraiment au sud du continent, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, ça a été une colonisation assez chaotique et qui s'est rapidement désagrégée parce que c'était très loin. Et donc, justement, toutes ces dynamiques d'autorité du colonisateur, de ceux qui les représentaient, qui arrivaient d'Espagne, c'était pas tellement facile à maintenir et ça s'est rapidement transformé en une série de métissages et de mélanges. Et en fait, je pense qu'à l'époque, en Espagne, on savait vraiment pas très bien ce qui se passait là-bas. Et les gens les Espagnols qui s'engageaient dans cette aventure avec des idées de richesse et d'avancement social, finalement, se retrouver dans la brousse, dans la boue, les moustiques, la chaleur, avec une nature et des Amérindiens qui n'étaient pas faciles à contrôler, pas aussi faciles qu'ils le pensaient. Donc, j'ai toujours trouvé que la façon et surtout l'impératif aussi, comme je vous dis, le voceo s'applique à l'impératif, qui est quand même le temps de verbe qu'on utilise pour donner un ordre. J'ai toujours trouvé qu'il y avait que dans l'espagnol qu'on parle au Rio de la Plata et donc en Uruguay, on sent l'histoire
On sent les métissages et on sent aussi le peu d'emprise ou la mauvaise emprise de la colonisation quand même assez tôt dans le processus. Et bon, ça fait partie de tous ces espèces de petits accidents de parcours, tous ces éléments historiques, sociaux et culturels qui définissent le pays, qui définissent ce que l'Uruguay est aujourd'hui. Quand j'essayais de faire les liens avec le thème, la multipolarité, j'ai pensé pôle sans surveillance. Je pense plus qu'il reste des lieux sur cette planète sans surveillance, on va dire des pôles peu surveillés plutôt. Et en fait, c'est parce que traditionnellement, l'Uruguay est un pays quand même assez singulier, qui a toujours été progressiste, qui a toujours, mis à part les sombres années de la dictature qui ont affecté toute l'Amérique latine, c'est un pays qui a toujours été quand même assez stable et démocratique et économiquement stable dans ce qui est possible, étant donné ses voisins, qui sont deux grandes puissances. Hein. L'Uruguay, c'est un petit pays triangulaire coincé entre le Brésil et l'Argentine, dont deux vraiment mastodontes, deux grands pôles culturels et économiques qui vivent assez régulièrement des grandes crises sociales, vraiment des catastrophes économiques aussi. Et c'est presque miraculeux de voir que l'Uruguay arrive à tenir tête, à faire les choses à sa façon et à se maintenir quand même, c'est ça, stable et intègre dans cet environnement-là, dans ce contexte-là. Je parlais de l'Uruguay comme un triangle, puis bon, il y a un triangle à 3 côtés, évidemment. Donc, d'un côté, on a l'Argentine, d'un autre côté, on a le Brésil. Et le troisième côté, c'est l'océan Atlantique. Et je trouve que ça décrit bien l'Uruguay aussi, dans le sens où la côte, l'océan font partie de l'imaginaire du pays, font partie de la culture et du quotidien du pays. Et je pense que quand l'océan fait partie de votre quotidien, ça vous place autrement dans le monde, dans les échelles, parce que l'océan, c'est là où les choses se terminent. Ça nous rappelle notre taille et notre place dans ce monde. Et je pense qu'il y a une forme de grandeur dans cette coexistence avec l'océan qui fait partie de ce que je retiens des années que j'ai vécues en Uruguay et de ce que j'y retrouve quand je retourne. Des fois, je mets l'Uruguay en perspective avec le Québec et je pense, bon, il y a évidemment au Québec, on a le fleuve Saint-Laurent qui est aussi assez fondamental dans notre identité, dans notre imaginaire. Et je pense que il y a d'autres aspects où la comparaison est peut-être... Enfin, je me suis perdue, mais non, là où je voulais en venir, c'est que, encore une fois, quand j'allais à l'école, on nous parlait aussi de comment l'Uruguay était devenu un État-nation, était devenu indépendant. Et ça m'avait beaucoup marqué d'apprendre que ce n'était pas le premier projet de l'Uruguay d'être un État-nation. C'est-à-dire que c'était une province qui s'appelait la province Cisplatine et que son projet initial, c'était de faire partie d'une confédération plus large qui inclut le territoire actuel de l'Argentine, qui étaient les provinces unies de La Plata. Et bon, toutes sortes, encore une fois, de guéguerres internes, de trahison, de malentendus, d'intérêts d'une part et d'autre. Ça n'a pas fonctionné, donc il était annexé temporairement au Brésil. Et à partir de là, ils ont décidé de faire une guerre d'indépendance et de réclamer et d'obtenir leur indépendance.
Mais ce n'était pas le premier projet. Et je trouve ça intéressant comme récit fondateur parce que j'ai toujours perçu l'Uruguay et les Uruguayens comme un peuple assez résilient, assez humble et à la fois très intègre dans leur façon de faire les choses, dans leurs coutumes. Et je pense que ce récit fondateur un peu inusité ou accidenté fait partie de un peu de la personnalité des Uruguayens. Donc, c'est un petit pays discret, profil bas, qui doit tenir tête à deux grandes provinces et à un océan très dur, parce que l'océan Atlantique est dur. C'est une côte qui a une beauté assez aride, assez forte. C'est pas une côte, une plage de Club Med. Et je pense que ça fait partie de mon imaginaire. Et j'ai toujours recherché. J'ai fait toute une série de vidéos d'art quand je faisais mes études de maîtrise, qui portaient exclusivement sur les paysages côtiers. J'ai fait toute la côte nord pas toute, mais une bonne partie de la côte nord du fleuve Saint-Laurent, justement à la recherche de ces grandes étendues d'eau pour retrouver un peu ces grands éléments, ce large, puis ce sentiment de choses qui se terminent, de lieux à partir duquel on doit être petit et humble et conscient de nos limites. Et donc, pour essayer de faire un lien avec la multipolarité, qui n'est pas un lien évident, mais qui est plus intuitif. Quand je pense à l'Uruguay, comme je vous disais, qui a été toujours très progressiste, et, par exemple, l'éducation a été le décret de loi pour une éducation publique, gratuite, obligatoire et laïque date de 1877, donc c'est comme très, très précurseur. Toute la sécularisation en Uruguay a été très tôt. Les droits des femmes, ça a été très tôt. Tout ce qui a trait aux droits des couples homosexuels, la légalisation de la production et de la vente du cannabis, tout ça, c'est quand même un petit pays qui a réussi à faire des avancées très importantes. Et je pense que, justement, le fait que ce n'est pas une grande puissance et que ça ne met pas vraiment en péril aucune grande idéologie, ce n'est pas un pays qui va changer le cours des choses. Il y a comme plus de liberté, il y a plus de latitude, justement parce que, à cause de cette échelle, et c'est ce qui permet qu'une certaine liberté d'agir, de penser, d'agir et de penser. Et ce qui fait que je pense que les Uruguayens, on est quand même pas mal fiers de ce qui est accompli en toute discrétion. Et après, c'est ça, le cinéma d'auteur, on appelle parfois cinéma d'auteur, cinéma indépendant, on pourrait l'appeler le cinéma pauvre aussi. C'est aussi un petit pôle, c'est aussi un pôle qui est moins compromettant parce que financièrement, il coûte pas cher, parce qu'il n'atteint pas une masse critique, on va dire une masse critique de spectateurs. Donc, c'est ce qui fait justement qu'on peut avoir plus de liberté artistique. C'est ce qui fait que c'est le lieu où on peut... c'est le lieu où... peut-être que subversion, c'est un gros mot, mais c'est quand même... Des choses sont possibles dans ces formes artistiques plus marginales qui ne sont pas possibles quand on travaille à des grandes échelles avec des grands budgets, parce que justement les grands budgets viennent avec des grands compromis et des chaînes décisionnelles interminables. Et j'enseigne aussi, je forme des jeunes cinéastes et je les préviens souvent parce qu'ils ont cette idée que le but à atteindre quand on est un cinéaste, c'est d'avoir accès à des grands budgets. Et en réalité,
quand on a accès à des grands budgets, en fait, on n'a plus de liberté artistique, on ne prend plus vraiment de décisions. Et donc, bon, on peut vouloir faire ça, il faut choisir son camp, évidemment, mais pour moi, le cinéma d'auteur, c'est vraiment aussi un choix que j'ai fait en sachant que ça reste relativement marginal et qu'il y a peut-être pas beaucoup de gens, des fois, qui s'y intéressent, quoi qu'il y en a de plus en plus. Mais ça reste quand même le lieu où s'exprime la différence et où on peut remettre en question les grandes idéologies. Donc, c'est un peu le lien que je faisais. Ça, c'est la dernière peinture que j'ai à vous montrer. Je pense que ça, c'est un dessin, par contre, de Fidel Sclavo. Je sais pas, là, j'ai pas beaucoup plus à dire. Je pourrais vous dire, je pourrais vous parler peut-être de j'ai pensé à... C'est ça, j'ai essayé de réfléchir quand est-ce que justement la particularité de l'espagnol rioplatense a été reconnue par la Real Academia, l'Académie royale espagnole, qui est celle qui est l'entité qui décide ce qui est de l'espagnol et ce qui ne l'est pas. Et je pense bien que c'est Julio Cortázar, un écrivain argentin, parce que c'est ça, en fait, différemment, à différence d'autres régions d'Amérique latine ou d'autres pays où on a des déformations linguistiques similaires, dans ces pays-là, dans ces régions-là, elles restent au niveau oral, c'est-à-dire de la pratique, c'est informel, c'est dans le quotidien. En Uruguay, en Argentine, c'est la langue qu'on parle, c'est la langue de la littérature, c'est la langue de l'art, c'est la langue des médias. Et donc, il a fallu à l'Académie royale espagnole changer son fusil d'épaule. Et je pense que c'était dans les années 80 quand Jorge Cortázar a commencé à être publié. Il y en a eu d'autres, mais je pense que c'est sous son influence, sous l'influence de sa littérature, que cette particularité de la langue espagnole a été admise comme étant une des formes acceptables et de la parler, et non plus comme un dialecte ou un jargon. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas trop... J'avais pas nécessairement envie de parler de mes films ni de mon travail. Je pense qu'il y a beaucoup de bon cinéma qui se fait, puis je vous invite à le découvrir. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Madame Djerkovic. Écoutez, nous sommes à l'heure, donc il est 18h10, presque pile. Il nous reste 10 minutes pour une période des questions avant de passer au cocktail. Est-ce qu'il y a des volontaires? Je vois qu'il y a un micro qui est au milieu de la salle, tout près de l'allée. Donc, et peut-être aussi, si vous ne voulez pas vous déplacer, vous pouvez parler un peu plus à voix haute. Donc, est-ce qu'il y a des volontaires pour poser des questions à notre conférencière? Ne soyez pas gênés. Il y a une question ici, monsieur, oui? Peut-être juste vous lever, peut-être vous identifier simplement et puis poser votre question au micro, c'est encore mieux, oui. Merci. Je sais pas. Merci. Oui, mon nom c'est Jonathan. Je suis étudiant au certificat en espagnol à UQAM. Donc, vous avez dit et mentionné que vous vouliez peut-être pas trop parler de vos films. Je ne sais pas si c'est parce que vous ne vouliez pas en faire l'exposé ou si je pouvais quand même vous poser... Oui, non, tu peux poser des questions. Oui, donc c'était concernant Le Coyote, un de vos films que j'ai regardé récemment, qui était plutôt intéressant. Et surtout avec votre présentation, je me disais que... en fait, il y a quelque chose que vous avez dit qui a résonné avec moi. Donc, c'était concernant la volonté de faire un film, j'imagine, qui vous ressemble, et un film que, dans le fond, c'est ça, que vous perdez pas votre voix. Donc, en regardant le film, c'est un film d'1h29 minutes. Je trouvais très intéressant. Je m'attendais à un film de 3 heures, même si
s'il aurait fallu, je l'aurais regardé. J'ai vraiment apprécié. Donc, je me demandais s'il y avait dans ce film des éléments que vous auriez voulu rajouter ou que vous aviez vraiment aimé. Donc, que vous nous en parliez quand même un tout petit peu parce que, bon, on a la chance de vous avoir, donc c'est ça. Mais plus précisément, quel genre d'éléments, plutôt toi, qu'est-ce que tu aimerais entendre? Ben, c'est ça, parce que dans le fond, on n'a pas accès par exemple, les scènes qui ont été retirées ou les scènes qui ont été rajoutées à la dernière minute, donc au director's cut, si je peux me permettre l'expression. Donc, c'est ça, il y avait des moments dans le film que je trouvais très intéressants. Par exemple, quand le personnage principal, Camilo, va visiter la Malbaie. Donc, c'est ça, j'avais l'impression que peut-être il aurait visité plus, on le voit marcher sur la plage, et vous avez parlé beaucoup de l'océan Atlantique ou du fleuve Saint-Laurent. Donc, donc je me dis peut-être que vous auriez voulu rajouter... Ben, ce que tu as vu, c'est le director's cut. Parce que j'ai pas eu aucune censure, donc ça c'est... Il y a toujours dans un film, il y a toujours des scènes qu'on retire parce que on tourne, on écrit, on tourne et après. Donc oui, il y a quelques scènes qu'au montage on a trouvées redondantes et on les a retirées. Est-ce que j'aurais voulu ajouter, si j'avais eu un peu plus de moyens, oui, peut-être, mais pas beaucoup plus. Je pense que je suis pas sûre de bien comprendre. Enfin, ce que j'entends, parce que je l'entends souvent par rapport à ce film-là, c'est qu'on trouve qu'il est très dépouillé. Il y a une forme de dépouillement, une simplicité. Parfois, les gens ont l'impression que c'est parce que peut-être on a été contraint de faire ça ou manqué de moyens, mais pour moi, c'était vraiment un choix artistique de rester très, très simple, d'aller le plus à l'essence des choses. J'aurais aimé tourner une journée de plus à la Malbaie. J'avais planifié pas plus de scènes, mais les scènes étaient plus longues, il y avait plus d'images. Pour des raisons de budget, il a fallu écourter, donc c'est pas beaucoup ce qui est là, mais c'est là, puis ça évoque ce que je voulais, justement, ce sentiment de large et quelque chose qui respire. Mais moi, personnellement, excusez-moi si je vous interromps, mais j'avais trouvé justement que c'était très bon. Et justement, le fait que les scènes n'étaient pas trop longues ou qu'on allait à l'essentiel, ça permettait de s'immiscer plus dans l'histoire et de bien voir, de mieux comprendre en fait qu'est-ce que le personnage principal vit comme problème ou bien comme vie quotidienne dans le film. Ben, merci d'avoir répondu à ma question. Non, Merci beaucoup. Bien, très merci. intéressante question. Et merci aussi d'avoir brisé la glace. Donc, oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient poser des questions? Oui, monsieur. Merci. La dernière fois que, les années 82, on a présenté... Peut-être juste vous identifier pour la C'est scène. Rufo Valencia. Enchanté. On a présenté ici, il y a des années 80, 90, un film Mataron a Venancio Flores, un film uruguayen. Un des derniers films uruguayens, c'est El Ruido. Mais je voulais savoir, pour vous, d'après vous, pourquoi on ne connaît pas le cinéma uruguayen au Québec? Et dans ce temps-ci, qu'est-ce que vous recommandez au public en général pour connaître le cinéma uruguayen? Mais je pense que la plupart des cinématographies, des petites cinématographies, il faut aller les chercher. Ils vont pas nous les présenter sur Netflix ou dans les grands cinémas. Je veux dire, pour qu'un film autre que on sait c'est lesquels les grandes cinématographies, hein, c'est les États-Unis, l'Angleterre, la France, le Mexique jusqu'à un certain point, mais la plupart des cinématographies nationales, il faut les chercher, quoi. Donc en général, c'est les festivals qui les donnent à connaître. C'est comme le premier point d'entrée. Donc c'est surveiller les festivals.
Je sais, c'est c'est aller de fil en aiguille. On a aimé tel film, on a aimé tel auteur. Faire des recherches. On les trouve sur Apple TV, iTunes. On les trouve des fois sur d'autres plateformes, mais c'est sûr qu'il faut aller les chercher. Et puis ça, c'est pas juste le sort de l'Uruguay. Le cinéma uruguayen est souvent fait en coproduction avec parfois avec l'Argentine, mais souvent avec l'Espagne ou l'Allemagne. Il y a 2 fonds européens importants comme Ibermedia et Uberbals Fund. Donc ça leur donne tout de suite une porte d'entrée dans les grands festivals, Berlin, les grands festivals européens, français et allemands. Mais vraiment la façon parce qu'on peut les repérer, mais pour mettre la main dessus, pour qu'ils soient accessibles ici, il faut qu'ils aient passé par un festival plus ou moins reconnu. Après, on pourrait se parler personnellement si vous me dites ce que vous aimez, puis je pourrais vous rediriger, mais c'est pas juste le sort du cinéma uruguayen, celui-là. Merci beaucoup pour la question, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Il nous reste quelques minutes, donc peut-être 1 ou 2 autres questions. Est-ce que j'ai vu une main levée ou non? Écoutez, je vais y aller parce que je vais vous écouter. Je vais me permettre de poser une question, oui, peut-être. Cool. Donc vous êtes cinéaste, vous avez vécu à Montevideo, ce que je comprends, en Belgique aussi. Mm-hmm. Et tout à l'heure, vous avez mentionné des traits de caractère de l'Uruguay, un peuple résilient. Vous avez dit humble. Qu'est-ce qu'on retrouve d'uruguayen dans vos films, par exemple? Est-ce qu'il y a des traits de caractère d'Uruguay qu'on peut retrouver dans vos réalisations en tant qu'artiste? Je saurais, faudrait que d'autres... je ne sais pas, là, je ne saurais pas dire... ce que je peux dire, c'est que mon premier long-métrage a été tourné entièrement en Uruguay et en langue espagnole, et je pense bien que c'est le premier film québécois tourné entièrement en espagnol. Ça a un peu affecté le cheminement du film, je dirais, parce que au Québec, on le regardait comme un film étranger, mais c'était pas vraiment un film étranger, donc on tombait dans une craque. Le Coyote est un peu plus métissé, il est comme moitié français, moitié espagnol, il se passe à Montréal, donc je sais pas, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on retrouve? Je saurais pas dire. Ce que je pense, c'est que mon passage par l'Uruguay m'a conscientisé à certaines situations et a éveillé en moi une conscience sociale qu'on a peut-être moins quand on grandit dans des pays quand même riches comme ici et qu'on ne côtoie pas nécessairement de vraie pauvreté et de gens qui vivent quand même dans des situations assez difficiles, assez limites. Donc moi je m'intéresse... Je pense que je m'intéresse à des gens quand même assez marginaux en général dans mes films. Donc des gens qui n'ont pas nécessairement une grande éducation, qui sont... Souvent j'explore des âges, je ne m'intéresse pas tellement aux jeunes personnages, des personnes âgées ou des... Coyote, c'est quelqu'un qui est dans l'entre-deux, qui a 50 ans, qui est comme à un âge où on pourrait penser qu'il n'a plus le droit de faire de grands projets, pourtant il en fait. Donc, je ne sais pas, je pense que c'est plus au niveau de la conscientisation sociale, parce que la période que j'ai vécue en Belgique, ma mère était réfugiée politique, donc je faisais partie d'une diaspora de personnes quand même dans une situation assez précaire, même si on avait un droit de séjour, elle avait un droit de séjour, mais... Donc, je pense que c'est plus peut-être au niveau des thèmes. Je ne saurais pas dire l'approche artistique. Je ne sais pas, là, j'ai beaucoup d'influences mélangées. Ça a très bien répondu à ma question. Merci beaucoup. Écoutez, comme le temps file et que nous aurons l'occasion de poursuivre la conversation entre nous autour d'un verre de vin qui est gracieusement offert par le consulat, je vous dirais que c'est ce qui met fin au lancement de la 13e édition de la Semaine hispanophone. À compter de demain et jusqu'à jeudi de cette semaine, je vous invite à participer en grand nombre aux activités proposées. La programmation se trouve détaillée sur le site web de l'événement à l'adresse du rectorat de l'UQAM.
Et je vous invite à rester des nôtres pour le cocktail. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et une très belle semaine hispanophone. Merci à tous.